Si je suis 100% honnête, celle-là, l'ai pas vu venir personnellement. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La date limite des transactions est officiellement derrière nous, ce qui veut dire qu'on peut regarder. Oui, on peut voir venir les séries éliminatoires, mais soyons honnêtes, on aime ça aussi tout le temps, regarder un petit peu plus loin puis voir qu'est-ce qui va s'en venir après les séries éliminatoires. Et la transaction la plus folle de toute la date limite, si vous voulez mon avis, est celle qui n'est pas arrivée. J'ai vraiment fait le saut lorsque Chris Johnston a rapporté que les Maple Leafs de Toronto auraient demandé à Mitch Marner s'il était ouvert à lever sa clause de non-mouvement pour être transigé aux Hurricanes de la Caroline en retour de Mikko Rantanen. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu l'entrevue qu'a donnée Rod Brindamour à la radio, dans laquelle il dit que Mikko Rantanen est arrivé en Caroline et il a dit moi, il y a 4 équipes pour lesquelles je suis prêt à signer, puis vous en faites pas partie. Ça, ce serait pour une autre vidéo, mais d'ailleurs, ça fait juste confirmer. Les Hurricanes, qu'est-ce que vous avez fait? En tout cas, tout ça pour dire que, semble-t-il, les Maple Leafs de Toronto étaient une de ces 4 équipes. Les autres, bien sûr, les Stars de Dallas, les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride. Bref, Mikko Rantanen voulait jouer pour une bonne équipe, ce qui, à ce stade de sa carrière, est tout à fait légitime. Mais Mikko n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Non, je vais être bien honnête. Même si Mitch Marner n'est toujours pas signé, et n'est pas signé tardivement. Parce que quand on repense au contrat que Will Nylander a signé avec les Maple Leafs de Toronto, il l'a signé début janvier. Si on repense à, David Pasternak, il l'avait signé tout début du mois de mars avec les Bruins de Boston. Elias Peterson dans les mêmes eaux également. Bref, une vedette de ce calibre-là, peu importe ce que vous pensez de Mitch Marner, il est soft choke en série, je m'en fous, c'est une vedette de la Ligue nationale de hockey, proprement dit. Quand ça reste sans prolongation de contrat à ce stade-ci de la saison, on peut commencer à se poser des questions. Personnellement, je m'en posais pas tant que ça pour 2 raisons. La première, la situation particulière des Maple Leafs de Toronto. Vouloir attendre un autre parcours éliminatoire avant de prolonger Marner, ça pourrait être comprenable, même si je ne pensais pas que ça allait changer quoi que ce soit. Et la deuxième chose, le contrat de John Tavares également. Et surtout, le fait que le contrat de celui-ci arrive à échéance en même temps que celui de Mitch Marner. J'étais convaincu qu'on allait faire « OK, là, on a erré. Ça a été une erreur de signer John Tavares pour le montant qu'on l'a signé. Ça nous a empêché de bâtir adéquatement ailleurs notre formation. » Les Maple Leafs de Toronto, cette saison, sont l'équipe qui dépense le 2e plus haut pourcentage pour leurs attaquants. Numéro 1, les Capitals de Washington. J'ai un peu fait le saut quand j'ai vu ça, mais de dire que les Capitals de Washington sont bâtis de la même façon que les Maple Leafs de Toronto, ce serait vraiment très réducteur. C'est pas une formation qui est au même endroit, c'est pas vraiment la même chose, si vous voulez mon humble avis. Mais bref, je pensais vraiment qu'avec John Tavares, soit carrément sorti des livres ou avec une solide diminution salariale, on allait pouvoir maintenant vraiment dire que les 3 joueurs en attaque sont Marner, Matthews et William Nylander, qu'on allait prendre une partie de l'argent de John Tavares, la distribuer plus adéquatement en profondeur, en attaque, en défense, devant le filet, peu importe, et que ça allait se régler. Arrive cette nouvelle. Tout juste avant de poursuivre, la date limite des transactions a fait en sorte que tu as consommé beaucoup de contenu hockey sur YouTube et le bel algorithme t'a envoyé comme ça pour la première fois sur ton feed une vidéo de ton boy. Mais d'abord, bienvenue, très heureux de te compter parmi nous. On a comme objectif cette année d'atteindre les 20 000 abonnés et c'est extrêmement bien parti. Il faut profiter de ce qui reste là, de petites vapeurs de fin de date limite des transactions pour maximiser le nombre de nouveaux abonnés. Alors toi, qui écoute peut-être une vidéo pour la première fois, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi. Ça prend 0,5 secondes. Ça coûte absolument rien. Et si tu le fais pas, Pikachu va être triste, man. Come on, fais pas ça. OK, on retourne à l'écran. Est-ce que Mitch Marner demande trop d'argent au goût des Maple Leafs de Toronto? Parce que soyons honnêtes, j'ai beau avoir qualifié Mitch Marner de vedette de la Ligue nationale de hockey il y a un instant à peine, reste que jusqu'ici dans sa carrière, Mitch Marner est un sidekick, si vous me passez l'expression. Un sidekick de luxe. Je veux dire, 90% des équipes de la Ligue nationale de hockey, même plus que ça, 94% des équipes de la Ligue nationale de hockey prendraient un sidekick offensif du calibre de Mitch Marner. Mais la vérité, c'est qu'à Toronto, il y a Austin Matthews, puis en plus, il y a John Tavares, il y a Willie Nylander. Bref, il fait partie d'un groupe de vedettes
offensive. Il n'a jamais eu à être le joueur qui traîne une équipe offensivement. Mais, semble-t-il qu'un peu comme Mikko Rantanen, il veut être payé ainsi. Il voudrait probablement légèrement mieux que ce que Will Nylander a eu un an plus tôt. Et donc, semble-t-il, aux alentours de 12-13 millions pour Mitch Marner, d'autant plus qu'avec le plafond salarial qui augmente de façon substantielle dans les 3 prochaines années, d'un point de vue purement statistique, il est dans ses droits de demander ça, Mitch Marner. Mais, je vous avoue, je suis peut-être naïf malgré le fait que souvent à Toronto, il est identifié comme bouc émissaire, celui peut-être qui disparaît le plus en séries éliminatoires chaque année. Je me disais, Mitch Marner, parmi la gang, c'est le gars de la place. Bon, John Tavares aussi, vous me direz, mais on dirait que c'est toujours considéré, à part là, dans ma tête, quand je parle du noyau des livres, c'est vraiment Nylander, Matthews et Mitch Marner. Et j'exclus tout le temps un petit peu John Tavares. Bref, c'est le gars de la place. C'est un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Et au risque de me répéter, c'en est un que 95% des équipes de la Ligue nationale de hockey voudraient dans leur effectif. Mais si au contraire, on se disait que John Tavares a encore quelques bonnes années à donner aux Maple Leafs de Toronto, à une production intéressante pour ce qui va être un salaire moindre, et que c'était Mitch Marner, le joueur qui allait être sacrifié par les Leafs, évidemment, dans la situation des Maple Leafs de Toronto, de l'avoir gardé, de ne pas l'avoir transigé pour essayer un dernier parcours éliminatoire, c'est pas nécessairement la fin du monde. Pour certaines formations, oui, ça fait extrêmement mal de perdre un joueur de ce calibre-là. Dans le cas des Leafs, oui, comprenez-moi bien, là, je suis en train de dire que c'est pas grave, ça fait mal, mais si on est en mesure, après ça, de prendre cet argent-là et de le dépenser ailleurs, je pense qu'au final, ça pourrait être gagnant, ou du moins, juste un changement de stratégie qui pourrait être optimal pour les Maple Leafs de Toronto. Mais, dans ce monde soudain où d'un coup, je commence à considérer que Mitch Marner, peut-être qu'il est parti de Toronto. Où va-t-il aboutir? Soyons honnêtes, si Mitch Marner devient agent libre sans restriction, il devient d'un coup, automatiquement, le meilleur agent libre restriction depuis plusieurs années dans la Ligue nationale de hockey. Il y a eu Artemi Panarin quand il est passé des Blue Jackets de Columbus aux Rangers de New York. Et il y a eu, bien sûr, John Tavares quand il est passé des Islanders aux Maple Leafs de Toronto. On est dans ce calibre-là. Et où irait Mitch Marner? Et ça, c'est une question que je trouve particulièrement intéressante parce que quand on regarde les équipes qui ont le plus d'argent à dépenser l'été prochain dans la Ligue nationale de hockey, celles qui en ont le plus, le premier réflexe, c'est de se dire que c'est vraiment pas sexy pour Mitch Marner. Les Sharks de San Jose, les Ducks d'Anaheim et les Blue Jackets de Columbus. Mais quand tu regardes ça de façon un peu plus approfondie, est-ce que Mitch Marner pourrait prendre une décision incroyablement surprenante, un peu à l'image de feu Johnny Gaudreau il y a quelques années quand il est allé à Columbus? Les Sharks de San Jose, qui sont devenus une des équipes pour moi qui a le plus accéléré sa reconstruction l'été dernier. Ça paraît pas avec les résultats cette saison, mais je pense que dans 1 an ou 2, ça va déjà paraître. Macklin Celebrini, Yaroslav Askarov, Will Smith. Ajouter un Mitch Marner qui joue aux côtés de Macklin Celebrini dans un marché où il y a zéro pression. Mitch Marner, qui a joué avec Joe Thornton à la fin de la carrière de celui-ci avec les Maple Leafs de Toronto, qui a eu une très bonne relation avec Jumbo Joe, est-ce que celui-ci pourrait attirer Mitch Marner en Californie? Les Sharks de San Jose auraient les moyens de donner la lune monétairement à Mitch Marner. C'est quelque chose d'intéressant. Un petit peu la même chose pour les Ducks d'Anaheim. Eux aussi qui sont à un moment plus avancé, je dirais, de leur reconstruction que les Sharks de San Jose. Mitch Marner apprécierait-il encore plus le sud que le nord de la Californie? Qui sait? En banlieue de Los Angeles, c'était la deuxième équipe derrière les Kings. Et, je le disais, les Ducks en ce moment commencent à être un petit peu loin, mais se battent pour une place en séries éliminatoires avec deux jeunes joueurs de centre qui devraient même, en théorie, arriver très bientôt dans leur plein potentiel en Leo Carlson et Mason McTavish, à moins qu'on décide de transiger McTavish. Ça aussi, ce serait pour une autre vidéo. Et soudainement, tu as 2 marchés auxquels tu ne penserais absolument pas qui pourraient être intéressants pour Mitch Marner. S'il ne veut pas s'en aller trop loin de la maison, ben qui sait? Je viens de parler de Johnny Gaudreau, qu'il repose en paix. Les Blue Jackets de Columbus, mis à part Johnny Gaudreau, n'ont pas fait de très grosses signatures intéressantes dans leurs histoires. En fait, soyons honnêtes, Johnny Gaudreau est la grosse signature de l'histoire des Blue Jackets de Columbus. Je ne sais pas si vous aviez peut-être vu passer la vidéo à l'époque Behind the Scene où
on voit comment ça s'est passé quand c'est Rick Nash qui rentre dans la pièce. Il est comme, hey, il voudrait venir ici. Tout le monde est surpris. Ils ont dû se faire approuver au téléphone l'offre de contrat par le propriétaire des Blue Jackets de Columbus, parce que pour une organisation comme les Blue Jackets, c'est énormément de sous. Le contrat qui a été donné à Johnny Gaudreau, ce serait la même genre de chose pour Mitch Marner. Et avec la saison que les Blue Jackets viennent de connaître, qui sait, peut-être que soudainement, deviennent-ils réellement une destination intéressante pour Marner. Mais, permettez-moi de me poser une question. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps déjà, vous le savez, je suis de l'avis que Sidney Crosby doit quitter Pittsburgh. Sidney Crosby va gagner une 4e Coupe Stanley ailleurs. Personne, du moins personne de sain d'esprit, ne va t'en vouloir d'avoir quitté Pittsburgh, je le sais. T'es le gars le plus loyal qui existe, t'es le gars le plus classe qui existe, t'es ce qu'il y a de plus près en termes de prestance d'un joueur à l'ancienne qui joue pour toutes les bonnes raisons. Mais Sid, quitte Pittsburgh. Mais si Pittsburgh allait chercher le gars à qui Sid a fait la passe sur le but en prolongation contre la Suède à la confrontation des 4 nations, qui est maintenant à Pittsburgh? Kyle Dubas, qui, soyons honnêtes, a de la misère, mais qui, semble-t-il, avait une très bonne relation avec les vedettes des Maple Leafs de Toronto, dont Mitch Marner. D'un point de vue financier, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué pour les Penguins de Pittsburgh, qui ont de l'espace sous le plafond salarial, mais pas autant que les autres équipes que je viens de nommer. Soyons honnêtes. Je pense pas que les Penguins de Pittsburgh sont à un Mitch Marner près de vraiment être de retour à se battre pour le sommet de la division métropolitaine. Je pense que Pittsburgh demeurerait quand même une équipe qui se bat pour une place en série, mais ce serait une superbe façon, peut-être, de sauver la fin de l'ère Malkin, Crosby, le temps avec les Penguins. Est-ce que c'est réellement ce qu'ils ont besoin? Ben, ça aiderait en temps. Ça aiderait en temps à avoir un allié de ce calibre-là qui se joindrait aux Penguins. J'y crois plus ou moins, mais je commence à me dire que c'est peut-être le scénario que je veux le plus voir. Et sinon, là, il faut adresser l'éléphant dans la pièce. Oui, vous êtes extrêmement nombreux depuis plusieurs semaines maintenant à dire, à me poser la question, est-ce que le Canadien devrait faire une offre à Mitch Marner à l'été si celui-ci devenait agent libre? Je pense que Ken Hughes n'a pas le choix de tout le moins placer un appel, de savoir est-ce qu'il accepterait, est-ce qu'il considérerait l'offre sérieusement. Mitch Marner, je viens de le dire, c'est un gars qui vient de la région de Toronto. Ça ne veut pas dire que parce que tu viens de là, tu n'as aucune envie de jouer pour le Canadien, sauf que lui a joué jusqu'ici toute sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto. Soyons honnêtes, ce serait carrément un cas Johnny Damon si Mitch Marner traversait jouer avec le Canadien. Le Canadien va avoir l'argent, va avoir la place sous le plafond salarial. 2 choses. Est-ce qu'on est rendu suffisamment avancé dans la reconstruction pour que ce soit attrayant pour Mitch Marner? Il faudrait définitivement lui vendre l'idée de soit jouer sur le même trio que Nick Suzuki, avec qui il pourrait continuer à peut-être développer une chimie, à être un joueur qui joue très bien aux côtés d'un bon joueur de centre. Et sinon, ce serait l'idée potentielle de jouer aux côtés d'Ivan Demidov. Mais là, ça, soyons honnêtes, il faudrait vraiment que Kent Hughes y sorte son meilleur pitch de vente pour en arriver là. Et également, on peut se poser la question, est-ce que Marner serait la priorité de Kent Hughes? Personnellement, je pense qu'un joueur de centre devrait être encore plus haut sur la liste de priorités de Hughes qu'un ailier comme Mitch Marner. Ceci étant dit, le Canadien n'est pas encore à un moment où il peut se priver d'un tel talent. Ça fait plusieurs mois maintenant, voire 1 an ou 2, qu'on se dit un jour, Kent Hughes va devoir revoir sa hiérarchie salariale qui, en ce moment, personne ne peut faire plus que Nick Suzuki. C'est un joueur qui peut arriver et faire plus que Nick Suzuki. Oui, c'est un joueur comme Mitch Marner. Je vous avoue que, personnellement, j'y crois absolument pas. Je serais extrêmement surpris si Marner était pour quitter un marché comme Toronto, que ce soit pour un marché comme Montréal. Je sais que ça va peut-être pas faire plaisir à grand monde, mais dans l'état actuel des choses, en ce moment, si je suis lui, tant qu'à venir à Montréal, à moins qu'on a vraiment beaucoup plus d'argent, tu restes à Toronto, tu restes pour arriver à tes fins, arriver à atteindre l'objectif avec l'équipe que tu as toujours connue, avec les joueurs que tu as toujours connus, en plus comme gars de la place. Donc, permettez-moi d'être extrêmement sceptique à l'idée qu'un Mitch Marner choisisse de venir jouer pour le Canadien de Montréal. Mais, écoutez, il y a des choses plus farfelues que ça qui sont arrivées dans le monde du hockey et sait-on jamais. Au moins, on peut dire que le Canadien est rendu à un moment intéressant de sa reconstruction où on peut
considérer. On ne peut pas juste le balayer du revers de la main, comme ça aurait été le cas ces dernières années si un joueur de la trempe de Mitch Marner était devenu agent libre sans restriction. Et évidemment, j'ai aucune espèce d'idée comment, mais soyons honnêtes, avec les transactions de Seth Jones, Mikko Rantanen, toutes celles que les Golden Knights de Vegas réussissent toujours à faire, probablement que le scénario le plus probable est qu'il aille rejoindre un autre aspirant à la Coupe Stanley. Mais là, en ce moment, ça, je ne peux pas le voir. Je vois difficilement quel genre d'entourloupette salariale devrait être fait pour que Mitch Marner rejoigne une de ces formations-là. On a souvent entendu parler des Golden Knights de Vegas quand il est question de Mitch Marner. Bien sûr, les Golden Knights de Vegas, c'est une formation au Nevada où il n'y a pas de taxe d'État. Donc, est-ce que Mitch Marner se joindrait aux Golden Knights de Vegas pour, je sais pas moi, 11 millions au lieu de 13, laisse 2 millions sur la table et c'est comme ça que ça fonctionne? Je l'ignore. Pour être honnête, le scénario le plus probable pour moi demeure les Maple Leafs de Toronto. Je pense que Mitch Marner, en ce moment, ferait un Steven Stamkos de lui-même. Souvenez-vous, 2016, Steven Stamkos est passé à un cheveu de devenir agent libre sans restriction. Puis, dans la même heure que P.K. Subban a été échangé aux Prédateurs de Nashville et Taylor Hall aux Devils du New Jersey, à minuit moins une, il s'est finalement entendu avec le Lightning de Tampa Bay. Je pense que c'est peut-être le scénario qui attend Mitch Marner. Je vais être extrêmement surpris s'il signe d'ici la fin de la saison. Je pense qu'on va remettre ça à la fin du parcours éliminatoire. Mais là, soudainement, la possibilité qu'il quitte Toronto est réelle. Et pour vrai, à l'heure actuelle, on dirait que je pourrais imaginer Marner faire un Johnny Gaudreau lui-même et signer avec une équipe comme les Ducks, les Blue Jackets ou les Sharks. C'est-tu moi qui est fou? Laissez-moi savoir en commentaire. Vous voulez savoir ce que j'ai pensé des gagnants et des perdants de la date limite des transactions? Eh bien, écoutez ce contenu qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!